Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Dandi Yamou, nouvelle présidente de la Haute Cour de justice, était au cabinet du président Louis Gbagbo dans la matinée d'hier. Une visite de courtoisie depuis son élection à la tête de cette institution, avec au menu plusieurs autres sujets dont vous aurez les détails en début d'édition. Parmi les directions techniques dont dispose le Parlement béninois figure la direction de la questure. En son sein se trouve le service financier qui étudie les moyens nécessaires pour mobiliser et allouer les ressources financières. Nous irons dans le bureau de ce service dans quelques minutes. Dans la page magazine, nous irons à la découverte des habitations bioclimatiques. À Porto Novo, ville capitale du Bénin, la population s'intéresse de plus en plus à la construction bioclimatique avec des matières premières naturelles. Après, avec nos reporters, nous irons à sa découverte et sur les spécificités également. Bienvenue à chacun et à tous. Le président de l'Assemblée nationale a reçu dans la matinée d'hier Dandi Yamou. Après son élection à la tête de la Haute Cour de justice le 1er mars dernier, elle est allée prendre contact avec le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbagbo. Plusieurs sujets ont été abordés au cours des échanges. Latif Boni lui a tendu le micro à sa sortie d'audience. C'est une visite qui me permet de rencontrer le président de l'Assemblée nationale en tant que l'une des grandes personnalités de l'État pour le remercier de son soutien au moment des élections. Il ne vous aura pas échappé que si je suis à la Haute Cour de justice, c'est parce que je suis à la Cour constitutionnelle et que j'ai été proposée à la Cour constitutionnelle par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, il me semblait important d'abord de remercier la représentation nationale pour cette promotion qu'elle m'a faite et ensuite en tant que présidente de la Haute Cour de justice présenter mes civilités. Donc c'est une visite de courtoisie. La Haute Cour de justice ne fonctionne pas sans l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui vote l'acte de poursuite, c'est l'Assemblée nationale qui vote l'acte d'accusation. Donc vous imaginez bien qu'il est impossible pour la Haute Cour de justice d'avoir à fonctionner sans cette représentation nationale. Donc c'est dans ce sens-là que la place de la haute juridiction auprès de la représentation nationale est importante. On juge des membres de l'exécutif, c'est des fonctions éminemment politiques, des fonctions éminemment essentielles dans l'État. Il est donc important qu'il y ait une forme de connexité entre ceux qui décident pour le compte de la nation et ceux qui sont censés les juger. Il y a les sujets plus importants qui ont été débattus sur une éventuelle collaboration entre l'Assemblée nationale et la Haute Cour de justice en termes de discussion sur la redevabilité des exécutifs. Je sors de cette rencontre assez confiante du soutien que nous offre le président de l'Assemblée nationale. C'est pour moi un grand honneur et en même temps une responsabilité, puisque quand vous avez un éminent personnage de l'État qui vous accorde sa confiance, vous ne pouvez que faire tout pour honorer cette confiance-là. Donc il y a d'abord cette ambiance de sérénité qui aura caractérisé notre rencontre, parce que le président de l'Assemblée nationale a eu à cœur de nous mettre à l'aise et en confiance.
Dans la même journée d'hier, une délégation du réseau des femmes leaders africaines a été reçue en audience par le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté sur la promotion de la masculinité positive et les différentes activités du réseau attendues dans les prochains jours. Écoutons Huguette Aklogan-Dossard, porte-parole de la délégation au micro de Panoli Olibé. Nous avons été reçus par le président du Parlement à travers son directeur de cabinet. Nous le remercions au passage et nous disons que nous sommes venus lui présenter les résultats de nos consultations au plan national sur la préparation du forum sur la masculinité positive et le solliciter pour qu'il soit déjà présent à ce forum-là à travers sa participation au panel de haut niveau et également permettre aux femmes du caucus des femmes du Parlement de participer pleinement à ce forum en tant que femmes leaders béninoises aujourd'hui et les cadres du Parlement également. La démarche a été très appréciée et également le processus du forum lui-même qui a été initié par la vice-présidente de la République qui nous a conduits sur ce chemin. Le fait qu'elle devait participer au forum de Kinshasa, elle n'a pas pu. Même en ligne, elle n'a pas pu, mais aujourd'hui, en tant que membre à Aouline, elle a confié la mission à Aouline de conduire ces consultations qui nous amènent au forum sur la masculinité positive que nous aurons les 28 et 29 mars prochains. Nous ressortons très satisfaites, vu que nous allons non seulement recevoir l'interview du président du Parlement dans le documentaire que nous allons faire avec un certain nombre d'hommes sélectionnés pour ce documentaire. Deuxièmement, que nous allons avoir le président du Parlement dans le panel de haut niveau, aux côtés de Mme Bineta Diop qui viendra de l'Union africaine, aux côtés de M. Maxime Winato qui est le directeur Afrique de l'Ouest de ONU Femmes aujourd'hui, de Mme la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. C'est ce panel de haut niveau qui va ouvrir le forum, mais également que nous aurons à collaborer avec le caucus des femmes parlementaires, à les accompagner à pouvoir bien réussir leur mission. Et la deuxième journée sera consacrée à la retraite des membres de notre réseau. Elles sont membres, elles pourront participer et ensemble, nous allons sortir des actions fortes à accompagner les hommes de notre pays, qu'ils soient dans leur foyer, dans les services, dans l'administration et également dans leurs entreprises, mais également sur le plan politique. Restons toujours au palais des gouverneurs où 33 éléments des forces de défense et sécurité ont simultanément scellé leur union avec leurs conjointes ce vendredi. Un mariage groupé qui s'est déroulé sur l'esplanade extérieure de l'Assemblée nationale sous le parrainage du président de l'institution et son épouse. Reportage. Esplanade extérieure de l'Assemblée nationale. Une cérémonie chargée d'émotions ce vendredi. Des frères d'armes célèbrent l'union et l'amour dans une ambiance à la fois martiale et enjouée. Un moment d'engagement dont l'officiel de l'état civil rappelle les implications. De 0 à 2 ans, on passe de bons moments. Entre 5 ans et 10 ans, bon, on est dans la zone de turbulence. Donc c'est pour vous dire que des moments de difficulté vont arriver. Il ne faut pas s'accrocher à ces difficultés. Il faut avoir l'humilité. La patience est pardonnée. Dans ce décor, où le vert militaire se mêle au blanc immaculé des robes de mariée, les échanges de regards, de sourires, d'alliances, puis de baisers s'enchaînent pour sceller pour toujours des cœurs. Je te porte cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Acceptes-tu? Oui, j'accepte. Bébé, je te porte cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Acceptes-tu? Oui, j'accepte. Autour de ces nouveaux mariés, plusieurs personnalités politico-administratives, dont le commandant du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale, initiateur de l'événement. Dès que j'ai présenté ce projet
à un grand homme, à un homme très ouvert. Monsieur Louis Gbérounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, il a jugé bon que cet événement soit grandiose. Je vous souhaite bon ménage, je vous souhaite surtout la chance. Je vais ajouter un autre élément, la compréhension. Que la compréhension soit le socle de vos foyers respectifs. Que l'humilité soit chaque fois avec vous. N'oubliez pas ces petits mots. Un nouveau voyage dans la vie conjugale commence ainsi pour chacun des 33 couples. Voyage que le président Louis Gbérounou Vlavonou parraine avec son épouse à ses côtés. Leurs mots résonnent bénédiction pendant la cérémonie. 1 + 1 = 1, c'est l'équation de Dieu. C'est en vertu de ce théorème que je voudrais que le premier 1 qui a pris la parole pour le deuxième 1 là, c'est cette deuxième personne là qui va parler pour vous donner des conseils parce que vous m'avez toujours entendu tous les lundis. La seule chose que j'ai à dire aux mariés, c'est d'écouter leur époux et que les époux écoutent. En les écoutant, il faut qu'ils laissent leur portable. On ne peut pas écouter avec des portables. On ne peut pas écouter en regardant la télé. Une vie faite d'aventures partagées et des défis à surmonter main dans la main revêtent d'une importance capitale pour ces soldats dont la vie est souvent rythmée de missile. Quittons l'esplanade extérieure de l'Assemblée nationale pour la direction de la Questure avec un arrêt au niveau du service financier. De façon concrète, il s'agit d'une structure qui intervient essentiellement dans le cadre de la mobilisation des ressources et la gestion des dépenses de l'institution. Allons donc à sa découverte avec Estelle Doponou et Ben Kevin Achawe. Le service financier de l'Assemblée nationale est logé à la direction de la Questure et a globalement à charge 3 grandes missions. La mobilisation des fonds, la gestion des dotations reçues par l'institution du ministère de l'économie et des finances et le paiement de toutes les dépenses de l'institution. Une responsabilité qui est subdivisée en 2 grands volets. Pour ce qui concerne le volet recettes, nous travaillons directement avec le ministère de l'économie et des finances pour ce qui concerne les dotations, c'est-à-dire les crédits mis à la disposition de l'Assemblée nationale par le gouvernement, et également les recettes extraordinaires, c'est-à-dire les appuis des partenaires techniques et financiers et les autres recettes que nous recouvrons directement ici. En marge du volet recettes, il y a également la phase des dépenses dont la procédure d'exécution se déroule en 4 étapes. C'est à ce niveau que le service financier travaille en étroite collaboration avec le service du budget et de la comptabilité administrative, tous sous la tutelle de la direction de la Questure. Après l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement intervient dans la phase de paiement. Et les 3 premières phases sont exécutées par le service du budget et nous intervenons à la dernière étape, c'est-à-dire l'étape de paiement. Et l'étape de paiement fait suite aux 3 premières étapes et nous vérifions d'abord en ce qui concerne la régularité, nous vérifions tout ce que le service du budget a eu à faire et lorsque c'est régulé, lorsque ce contrôle est satisfaisant maintenant, nous passons à la dernière étape qui est l'étape de paiement. Dans l'exécution de ces tâches, le chef du service bénéficie de l'appui de 3 divisions. La division mobilisation des ressources et opérations judiciaires, la division caisse et la division production de comptes de gestion. Chacune de ces divisions a des rôles bien précis. Lorsque je parle de la division de la mobilisation des ressources et des opérations fiduciaires, cette division m'appuie sur les 2 volets du service, le volet recettes et le volet dépenses. Prenant le volet recettes, cette division m'appuie dans la mobilisation des ressources, que ce soit de la dotation,
ou de la mobilisation des ressources hors budget, c'est-à-dire les appuis des partenaires techniques et financiers et les ressources extraordinaires que nous mobilisons à l'interne. En dehors de ce volet, cette division m'appuie également dans l'exécution des dépenses, c'est-à-dire après le contrôle de régularité à mon niveau, moi je fais la prise en charge. Après la prise en charge, maintenant, cette division s'occupe de l'émission du titre de règlement. Et la division caisse, en dehors des paiements que nous faisons par chèque, par les autres moyens de paiement, il y a également les paiements à vue, c'est-à-dire pour ce qui concerne les menus dépenses, les petites dépenses à exécuter ou les activités ponctuelles que nous exécutions. Pour ce qui est de la division production de comptes de gestion, elle s'assure de ce que les 3 premières étapes de l'exécution d'une dépense publique sont faites dans les règles de l'art avant la dernière phase qui est celle du paiement. Cette division doit impérativement classer et archiver chaque dossier d'exécution de dépenses. Toute une chaîne de travail qui se déroule en parfaite harmonie, témoigne le patron du service financier. Parlons maintenant de la technologie avec l'intelligence artificielle qui est en constante évolution dans le monde. L'Union européenne a décidé de mettre une restriction à son usage avec un dispositif législatif dont le but est de l'encadrer. Une loi a été adoptée à la majorité des europarlementaires. Suivez plutôt. Vote is closed. And it is adopted. Congratulations on this seminal work. Le texte a été voté par une large majorité des eurodéputés. Malgré l'ambiance électorale qui plombe tout débat, les différents partis ont semblé taire leurs divergences. 523 voix pour et 46 voix contre. La loi vise à protéger les droits et la sécurité tout en soutenant l'innovation. C'est la première loi contraignante au monde sur l'intelligence artificielle. Les débats sur la réglementation de l'intelligence artificielle ne sont pas nouveaux. D'ailleurs, le projet de loi avait été présenté par la Commission européenne début 2021. Il aura fallu cependant fin 2022 l'apparition de ChatGPT et ses conséquences bouleversantes pour relancer les débats. La diffusion de fausses photos ou vidéos plus difficiles à identifier les vraies a aidé à vite aller au consensus. Les modèles d'intelligence artificielle à usage général devront respecter des obligations de transparence ainsi que les règles européennes en matière de droits d'auteur. Quant aux systèmes considérés comme à haut risque, utilisés par exemple des infrastructures critiques comme l'éducation, les ressources humaines ou le maintien de l'ordre, ils seront soumis à des exigences plus strictes. En dehors de quelques exceptions concédées aux États, la loi interdit aussi les systèmes de surveillance de masse ou encore l'identification biométrique à distance des personnes dans les lieux publics. Vous l'avez entendu au début de cette édition, la nouvelle présidente de la Haute Cour de justice s'est rendue chez le président du Parlement béninois hier. Pendant ce temps, le gouvernement prenait des mesures en faveur des aspirants au métier de l'enseignement. Ce sont les grands sujets développés par les médias en ce jour. Voici la revue de presse de Latif Boni. La revue de presse du jour, bonjour et bienvenue. Tournée de prise de contact de la présidente de la Haute Cour de justice, la professeure Dandi Nyamou échange avec les présidents d'institutions. Titre, le quotidien Matin Libre. Un lundi de périple que la présidente a entamé par l'Assemblée nationale, indique Matin Libre, évoquant le tête-à-tête entre Louis Gbéonou Vlavonou et Dandi Nyamou. Entrevue qui, selon le journal, aura duré une trentaine de minutes et qui a permis aux deux personnalités de faire le tour d'horizon des questions touchant les deux institutions. Et à la rédaction du journal d'insister sur les précieux conseils dont la présidente de la Haute Cour de justice a bénéficié, de précieux conseils en vue de mener à bien la mission républicaine, détaille le journal. Information qu'on retrouve d'ailleurs à la une du quotidien Le Meilleur. Le média donne d'autres détails comme par exemple les remerciements aigus de Dandi Nyamou à la représentation nationale. Mes confrères rapportent que
La présidente de la Haute Cour de justice a d'abord rappelé le rôle joué par le Parlement qui, à travers son président, lui a permis de se retrouver d'abord à la Cour constitutionnelle avant de finir présidente de la Haute Cour de justice. Les mesures en faveur des AME, c'est la une du journal La Nation du jour. Le média du service public dénombre 6 nouvelles mesures sociales en faveur de ceux-ci avant de s'exclamer. Les aspirants au métier d'enseignant ont des raisons de se réjouir car, expliquent mes confrères, ce lundi marque le début d'une nouvelle ère pour cette catégorie d'enseignants qui dispensent les cours dans les établissements publics sur tout le territoire national. Paiement 12 mois sur 12, 20 000 francs CFA de primes par mois, la réintégration des AME suspendue pour incitation à la grève, une assurance santé, des congés de maternité pour femmes, AME, exemption de frais de scolarité aux enfants de la catégorie d'enseignants, les égards du gouvernement au profit des AME, une démarche en adéquation avec les efforts entamés au profit des fonctionnaires en général qui ont vu leurs conditions s'améliorer avec plusieurs actes posés par le gouvernement. Rappelle en détail La Nation. La rédaction de Le Matinal de nous dit que le geste vient sceller un ensemble d'actes successivement posés par le gouvernement Talon. La dernière décision, malgré d'éventuelles insuffisances, est une solution qui vaut son pesant d'or et le gouvernement ne dort visiblement pas sur ses lauriers, mais s'échine à trouver la meilleure alchimie pour une solution structurelle, écrit Le Matinal. Fraternité donne des précisions faisant état de ce que le gouvernement aura une ardoise annuelle de 10 milliards de francs CFA, une ardoise annuelle à la charge du budget national, clarifie le quotidien Fraternité. La revue de presse, bonne journée à tous. Petit tour dans la ville capitale avec une attention spéciale sur les murs des habitats. Comme vous allez le voir, la capitale du Bénin est une ville qui a une architecture particulièrement marquante. Cette architecture est essentiellement marquée par 2 grandes caractéristiques, à savoir qu'elle est visible à travers le rouge vif et elle se fait aussi bioclimatique. Allons donc à la découverte de l'habitat bioclimatique et de ses avantages dans ce magazine de Latif Oubouli. Porto Novo a de la brillance. Brillance d'une teinte devenue une marque. Partout de la latérite, révélatrice d'un retour vers les vertus architecturales endogènes. Couleurs vives et fortes, raffinées pour traduire l'attachement de la capitale au bioclimat. Porto Novo a toujours été bioclimatique parce que les gros investissements en tout béton n'ont pas été très importants dans la ville. Et la couleur rouge n'est pas seulement la couleur de l'habitat bioclimatique. L'habitat bioclimatique peut avoir n'importe quelle couleur, tout dépend des revêtements qu'on fait. Mais on utilise la terre latéritique qui a la particularité d'être de couleur rouge pour en tirer le meilleur parti par rapport à la climatisation naturelle des bâtiments et gratuite, la résistance au feu, la résistance aux balles et les meilleures radiations pour la santé humaine. Porto Novo et l'habitat bioclimatique, une histoire de belles amours. Histoire qui s'inscrit dans la lignée des villes, pleines de joyaux architecturaux. Durant toute la période coloniale, toutes les gares, OCBN, le lycée Benzin, le palais des gouverneurs, tous les bâtiments coloniaux sont en matériaux naturels. Les bâtiments construits par les Blancs qui nous ont colonisés sont en matériaux naturels et pleins de bon sens. Le palais de Versailles, le château de Versailles à Paris est en terre. Ça tient depuis plus de 500 ans. Donc, ce n'est pas les matériaux, c'est le savoir-faire, tout simplement, qu'il faut y mettre. Et si, durant toute la période coloniale, les bâtiments officiels ont été construits, même les résidences privées ont été construites en pierre, en terre et en tuiles, qui nous a inventé le tout béton carrelé après les indépendances? C'est ça qu'on va se demander. Moi, je ne sais pas. Porto Novo, une ville singulière qui force le passant et le touriste à reviser son vocabulaire de l'habitat bioclimatique. Un habitat bioclimatique, c'est un habitat qui tient compte du climat, qui tient compte des avantages du climat pour en tirer parti, qui tient compte des inconvénients du climat pour les atténuer et qui permet aux populations d'avoir des bâtiments ou des habitats
construits avec des matériaux pris dans leur environnement. Dans un monde qui s'interroge sur la décarbonisation, Porto Novo est un message d'espoir. Espoir d'une possible ville verte en construction qui a déjà trempé ses racines dans la jarre des savoirs architecturaux endogènes. Il n'y aura pas de solution au changement climatique sans la décarbonation de l'architecture et retourner à des choses plus simples, plus naturelles. La pierre, on ne la fabrique pas. On la prend juste et on la pose pour faire des fondations éternelles. La terre, elle est là, elle est disponible sur 90% de notre pays. Retourner vers nos grands-parents, nos ancêtres qui ont su utiliser ces matériaux pour régler leurs problèmes. Et nous avons aujourd'hui la technologie, nous avons les connaissances, nous pouvons faire mieux que nos ancêtres. Un retour nécessaire dont les populations détiennent la clé, assure l'architecte. Les procédés sont connus. Les bonnes femmes de Sey savent comment on fabrique déjà, elles ont fabriqué beaucoup de choses. Nous savons depuis des années comment on transforme ça en briques qui puissent durer des centaines d'années. Donc les procédés sont connus. Depuis le 20 janvier 2023, les autorités étatiques et communales pilotent le projet Ville verte. Un pas de plus pour une ville qui, bien qu'étant tournée vers la modernité, reste attachée aux valeurs traditionnelles de respect de l'environnement. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe qui a participé à sa livraison. Portez-vous bien.